Bonjour à tous et bienvenue sur France 3 Normandie dans cette Voix est libre spéciale consacrée aux élections régionales des 6 et 13 décembre prochains. Nous sommes donc un tout petit peu moins d'un mois du premier tour de ces élections régionales. Nous vous accueillons aujourd'hui ici à la médiathèque d'Évreux, une médiathèque vitrée, lumineuse, un lieu culturel construit en plein centre-ville en 95, dans un département rural, l'Eure, constitué de plateaux et de vallées, un cadre idéal pour aborder le thème de cette émission, l'agriculture. Alors tous les samedis du mois de novembre, en effet, nous vous emmènerons avec La Voix est libre dans une ville normande, 4 samedis, 4 villes et 4 thèmes avec vous. Philippe Goudet, bonjour. Bonjour à tous. Effectivement, la semaine prochaine, nous serons tout simplement à Cherbourg, la Cité de la Mer. Il sera question de l'économie maritime, il sera question donc de la pêche, bien sûr, mais également des éoliennes et pas seulement maritimes. On parlera également du nucléaire, c'est important, et c'est vrai que Flamanville, Penly ou Paluel, eh bien, ces centrales sont situées justement en bord de mer. Alors, le samedi 21 novembre, nous serons dans un autre port, au Havre, mais au musée d'art moderne André Malraux, et pour parler de l'économie générale en Normandie. Et nous terminons notre tour de région, de cette grande région normande, à Alençon, à la Lautoile, pour évoquer cette fois l'aménagement du territoire. Et c'est vrai que les collectivités territoriales, à commencer par le futur conseil de la grande région normande, vont devoir s'entendre. Et ça, c'est pas une mince affaire. On va évidemment avoir l'occasion d'en parler. Alors aujourd'hui, nous parlons donc agriculture. Et pour en débattre, 5 invités politiques de différents partis. On va faire les présentations. James Louvet, PRG sur la liste de gauche PS PRG. Vous êtes vous-même agriculteur dans le Calvados et vous êtes à la tête d'un GAEC avec votre frère. À vos côtés, le maire d'Évreux, Guy Lefranc, également président du Grand Évreux Agglomération. Vous êtes médecin urgentiste sur la liste d'Union de la droite et du centre Normandie conquérante derrière Hervé Morin. Face à vous, François Dufour, actuel vice-président Europe Écologie Les Verts de la région Basse-Normandie, également membre de la Confédération paysanne. Vous êtes tête de liste Europe Écologie Les Verts dans le département de la Manche. Lou Motin, candidat Front National de l'Orne, chargé de communication sur l'agriculture et la ruralité. Vous êtes vous-même également exploitant agricole. Vous n'êtes plus éleveur, mais céréalier à Saint-Langy-les-Mortagnes. Enfin, Alain Millien, ensemble, pour le Front de gauche dans la Manche. Vous êtes retraité, ancien mandataire judiciaire pour la protection des personnes majeures et vous êtes syndicaliste. Et puis on ne pouvait pas, ma chère Guénel, accueillir tout le monde. On le regrette d'ailleurs. Mais pour que le débat soit vraiment un débat, il faut que chacun puisse s'exprimer. Mais nous écouterons des représentants de 3 listes de Debout la France, l'Union populaire républicaine et Lutte ouvrière. Alors, un appel à contribution a été lancé sur nos réseaux sociaux à France 3. Il faut croire que le thème de l'agriculture a bien marché, a séduit en tout cas 100 000 personnes se sont intéressées à ce sujet. Et nous avons retenu quelques-unes des questions ou des réactions des internautes. Elles seront données au cours de ce débat. Alors Philippe, une première question qui vient de moi. Quels sont les enjeux de ces élections régionales ? Des enjeux très importants. Et malheureusement, pour le moment, mais effectivement, France 3 va essayer modestement de contribuer à faire en sorte que les choses soient plus claires. Faire en sorte que ces élections régionales représente véritablement quelque chose pour l'ensemble de la population de la Normandie. Et Dieu sait si c'est important. On aura l'occasion tout au long de nos émissions de rappeler et de préciser quelles sont les responsabilités de la région dans le développement économique, social. Aujourd'hui, l'agriculture, et on a évoqué d'autres thèmes. Et puis, il y a un enjeu politique. Ce sont les dernières élections, avant l'élection présidentielle de 2017 et les élections législatives qui vont suivre. Inutile de dire, y compris sur ce plateau d'ailleurs, Gaël, que certaines formations politiques veulent faire de ces élections, non pas un test, mais véritablement un avertissement ou alors conforter la position actuelle du gouvernement et du président de la République. Alors Philippe, avant de lancer le débat, étudions le poids de cette agriculture dans cette future Normandie réunifiée, une région qui dispose de produits célèbres, du lait, de la crème, des fromages, des agneaux de présalé ou encore du cidre, des produits connus dans le monde entier qui contribuent à répandre l'idée d'une agriculture prospère. Et pourtant, l'agriculture a été touchée en plein cœur par la crise. Voyez ce reportage d'Alexandra Huctin. Une ferme, lové dans son bocage et ses pommiers. Est-ce bien le vrai visage de l'agriculture normande aujourd'hui ? Ce qui est sûr, c'est que la Normandie reste une région avant tout agricole. Avec plus de 35 000 exploitations situées pour les 3/4 dans la Manche, l'Orne et le Calvados, et 70% de son territoire consacré à l'agriculture. Les exploitations sont de plus en plus grosses dans les grandes plaines de l'Eure, de l'Orne, du Pays de Caux ou du Calvados. La part consacrée aux céréales traditionnelles augmente un peu plus chaque année et représente aujourd'hui 1/3 du produit agricole normand. À noter tout de même une spécialité en betterave sucrière et une pomme de terre à la mode. La Grande Normandie, c'est aussi et surtout une première place sur le podium français des producteurs de lin.
Quand la première région de France, la Haute, s'unit avec la quatrième, la Basse, ça donne 38 000 hectares qui ont pour premier client la Chine. La Normandie est-elle donc devenue avant tout une terre de grande culture? C'est l'une des difficultés pointées aujourd'hui du doigt par les observateurs. La part de culture s'accroît parce que des agriculteurs, quand ils peuvent le faire et qu'ils s'y retrouvent pas beaucoup en rentabilité avec les productions animales, ils optent plutôt pour se simplifier des systèmes sur des productions végétales. Car il y a bien dans le panier agricole normand l'élevage et un troupeau qui occupe la deuxième place française. L'empreinte laitière est toujours aussi forte et peut-être encore plus dans certaines zones de la Manche ou du Calvados. Et oui, comment imaginer une Normandie sans ses fromages au lait de vache qui représentent un quart de la production nationale, sans ses yaourts fabriqués surtout en Haute et sans sa crème et son beurre produits essentiellement en Basse. Des éleveurs qui traversent, on le sait, une crise sans précédent et qui attendent plus que jamais un soutien des politiques. La filière porcine se retrouve aujourd'hui face à de nombreux défis. Elle a pourtant une place à défendre, une troisième sur le podium français. Alors d'autres chiffres pour compléter ce tableau, ils viennent de la Chambre régionale d'agriculture, donc il y a la Haute et la Basse Normandie. Les revenus de la ferme normande sont en baisse, c'est une estimation, moins 18%. La crise de l'élevage est donc passée par là. Et d'après le ministère de l'Agriculture, 10% des exploitations d'élevage pourraient fermer, soit entre 22 et 25 000 fermes au bord du dépôt de bilan. Ça, c'est en France. La révolte des agriculteurs a débuté en Basse Normandie cet été, au mois de juillet. On se souvient du blocage des grandes surfaces, des routes, également de l'arrivée express de Stéphane Le Foll pour calmer les esprits, puis à la rentrée des tracteurs en marche vers Paris pour rencontrer de nouveau Stéphane Le Foll, des tracteurs qu'on a retrouvés ensuite jusqu'à Bruxelles, et la crise n'est pas finie. François Dufour, vous êtes donc candidat Europe Écologie Les Verts, actuel vice-président en charge de l'agriculture en Basse-Normandie. La région joue un rôle important dans l'agriculture puisqu'elle gère les FEADER, les fonds européens agricoles pour le développement rural. En Haute-Normandie, l'enveloppe est de 104 millions d'euros, 308 millions d'euros sur la période 2014-2020. Comment la région peut aider les agriculteurs ? La région aide les agriculteurs en étant aujourd'hui, depuis un an maintenant, autorité de gestion de ces fonds européens, les fonds structurels. La région Normandie a une politique agricole actuellement qui permet à la fois de soutenir et d'orienter et d'aider la structuration des filières, aider les politiques d'installation, aider aussi à faire en sorte que l'agriculture puisse s'insérer dans le territoire en tenant compte des aléas, que ce soit les aléas économiques, les aléas sociaux, la transmission des exploitations. Et des outils très importants existent actuellement à la fois pour rapprocher des jeunes en quête d'une terre ou d'une exploitation et des agriculteurs qui aspirent à l'âge de la retraite à partir dignement et à renouveler l'exploitation. La région, aujourd'hui, qui représente l'agriculture, qui représente pour cette région un atout extrêmement important, très riche de ses diversités, doit continuer à évoluer dans un sens où, avec ces fonds structurels européens, eh bien, nous puissions asseoir beaucoup plus économiquement sur le territoire cette agriculture très forte avec ce qu'on peut appeler une triple performance économique, sociale, environnementale et faire en sorte d'essayer, c'est pas toujours évident, de pallier à une agriculture qui est complètement déconnectée au plan mondial. Hélas, il y a une globalisation des échanges qui date depuis le traité de Marrakech de 1994 qui a mis toutes les agricultures du monde en concurrence, d'une certaine manière, abaissement des droits de douane et autres. Et donc, du fait que nous n'ayons plus aujourd'hui d'outils de gestion et de régulation, la fin des quotas laitiers depuis 3 mois, 4 mois, en France, en Europe, pardon. Et aujourd'hui, on l'a bien vu, souvent, une agriculture qui, lorsqu'elle s'exporte sur le marché mondial de manière non élaborée, c'est-à-dire en produits bruts, des céréales, du lait brut qui ne trouve pas preneur directement, est aux mains des traders. Et c'est cette politique-là, des traders à l'échelle mondiale, qui vient en effet boomerang fixer le prix intérieur payé aux producteurs. C'est complexe, mais les producteurs en savent réellement aujourd'hui parce qu'ils le ressentent. D'où votre reportage, les agriculteurs dans la rue qui peinent, qui n'ont plus de revenus. Et aujourd'hui, les régions doivent consolider les exploitations agricoles pour faire face à cela. Mais hélas, les régions n'ont pas le pouvoir de redécider à l'échelle mondiale que des outils de gestion et de régulation viennent autour de la fixation un peu d'une nouvelle politique agricole planétaire.
Monsieur Lefranc, on a coutume de dire, à tort ou à raison d'ailleurs, que les agriculteurs, en tout cas ceux qui sont membres, pour ne citer que ces organisations syndicales des FDSEA, Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles, sont plutôt de votre bord. On a quand même eu l'impression cet été et à la rentrée, comme l'évoquait tout à l'heure Guénel, que les choses ont quand même pas mal évolué et que tout le monde est un petit peu perdu. Et si on reprend les tracts et la présentation de votre programme pour la région, à droite, au centre et à droite, on voit M. Morin, par exemple, dire l'agriculture est mal organisée, c'est beaucoup trop structuré, mais de façon étriquée. Et parfois, on a un peu l'impression de lire un tract de vos adversaires politiques. Qu'en est-il exactement? Et pour reprendre ce que disait votre interlocuteur tout à l'heure, qu'est-ce qui peut être fait au niveau de la région pour que ça aille mieux? Alors, je crois qu'effectivement, la région ne peut pas tout faire, mais la région peut faire beaucoup. Encore faut-il que la région s'en donne les moyens. Aujourd'hui, la région Haute-Normandie, par exemple, n'a toujours pas validé son PDR, son programme de développement rural. Nous sommes très en retard, alors que vous le disiez vous-même, nous sommes dans une région très agricole. Aujourd'hui, ce qui doit aider les agriculteurs n'est pas mis en route par la région. Donc ça, c'est déjà un premier retard. Nous avons d'autres aides très particulières, comme les MAEC, par exemple, les mesures agro-environnementales, qui est un programme de 2015 à 2020. Déjà 70% aujourd'hui de l'aide à l'élevage ont été consommés alors même que nous ne sommes qu'au début de la première année. Et donc tout ça pour dire que nous devons, j'entendais parler de triple performance, nous devons effectivement faire vivre cette triple performance économique, sociale, environnementale, mais dans le bon ordre, en commençant par l'économique. Nous devons arrêter cette inflation de normes, d'accentuation des charges sociales. C'est ça aujourd'hui qui détruit les agriculteurs, c'est ça aujourd'hui qui fait chuter le revenu net moyen pour chaque agriculteur sur des fermes qui sont petites. La moyenne en Normandie reste autour de 55-56 hectares. Donc nous avons besoin de libérer l'économique. Et pour ça, nous devons absolument renforcer d'une part les circuits courts, c'est-à-dire le marché local, et c'est ce que nous avons commencé à faire à Évreux, dans le cadre de l'unité centrale de production, dans le cadre de la mise en place d'un drive pour les agriculteurs, dans le cadre des fêtes normandes, qui permet aux producteurs locaux de venir directement. Et nous devons nous développer à l'export. Je pense que nous aurons l'occasion d'en reparler, mais aider les agriculteurs, ce n'est pas les assister, c'est leur permettre de se développer économiquement. Je prends juste un exemple. Le port de Rouen, aujourd'hui, pour les céréaliers, doit être recreusé. Nous risquons la fermeture à terme du port de Rouen. Ça, c'est du rôle de la région. C'est un rôle majeur d'infrastructure qui permet de faire gagner au moins 10% de revenus pour les céréaliers. Alain Milien, donc du Front de gauche, on a entendu la détresse des agriculteurs qui demandent une juste rémunération de leur travail, notamment cet été. Voulez-vous la fin de la dérégulation des marchés? Vous pensez qu'il faut encadrer le travail? Moi, je crois que ce serait une erreur de faire croire aux paysans que moins de réglementation permettra de sauver leur métier. Ce serait une erreur parce que, d'une part, il est tout à fait normal que lorsqu'un secteur est subventionné, eh bien, il ait des contraintes aussi bien en termes de sécurité alimentaire qu'en termes de sécurité environnementale. Et je crois que ce serait une erreur aussi de croire que la solution par rapport à l'agriculture normande et à l'agriculture française et même européenne, c'est d'aller vers plus de productivité et plus de compétitivité au niveau mondial. Ça serait une erreur parce que je crois que la crise, on parle de la crise agricole, mais on pourrait dire les crises agricoles ont parsemé toute l'histoire de la PAC. Que si la PAC a été créée, c'était avec l'illusion que l'agriculture française pourrait être compétitive. Et lorsque l'OMC, les tenants de l'OMC, c'est les mêmes que l'on rencontre à la tête de la FNSEA, par exemple. Les tenants de l'OMC sont pour le libéralisme dans le marché intérieur et contre le libéralisme et pour des règles dans le marché mondial, avec tous les risques que ça représente pour les agricultures vivrières des pays émergents. Je crois que la crise qu'on connaît au niveau des migrations actuellement est liée aussi aux crises agricoles qu'a connues les agricultures des pays émergents. Donc nous, on est pour qu'il y ait une réglementation non pas qui soit casse-pied, non pas qui éteint l'agriculture, mais qui accompagne pour qu'elle puisse apporter les garanties en termes de sécurité alimentaire, en termes de développement du territoire, etc. Je crois que l'autre erreur qui est faite, que disait Monsieur le maire, c'est, en fait, derrière ces propos, c'était de dire qu'il faut aller vers la concentration des exploitations agricoles. C'est terrible par rapport à ça, parce que ça veut dire que les exploitations auront un bilan et un compte d'exploitation qui sera très très porté par les investissements. C'est-à-dire l'impossibilité de faire les cessions et la reprise par des jeunes agriculteurs.
Moi, je crois que la région, et notamment avec la nouvelle PAC, et aussi avec le doublement, et voire plus, de tout ce qui tourne autour des aides de développement rural, a des moyens pour peser par rapport à ça. Et notamment aussi en confortant les aides qui retournent vers une agriculture mieux dimensionnée, une agriculture basée sur les herbages notamment. Mais je pense qu'on reviendra là-dessus. On va écouter à présent Anne Boissel, candidate pour Debout la France dans le Calvados. Elle est agricultrice, maire de Son, et elle dénonce elle aussi le rôle de Bruxelles. On l'écoute. Déjà, c'est de sauver nos agriculteurs en Normandie. Aujourd'hui, ils ne vivent plus de leur métier. Il leur faut avant tout un prix rémunérateur. Donc pour cela, il n'y a pas que la Normandie qui pourra résoudre le problème, puisque le problème il se situe au niveau de l'Union européenne. Il faut travailler avec nos partenaires européens. On dit souvent Debout la France est contre l'Europe. Non, on est contre une Union européenne qui nous impose des choses, avec des gens qui ne sont pas élus, qui sont derrière un ordinateur et qui prennent des décisions sans connaître le terrain. Nous, on connaît le terrain. Donc il faut absolument rappeler le rôle de l'agriculteur qui est un rôle nourricier. Nous sommes avant tout là pour nourrir la planète. Donc il faut réguler les quantités. Nous sommes partis vers un libéralisme total qui nous tue aujourd'hui. James Louvet, est-ce qu'on peut dire qu'on entend beaucoup parler d'Europe dans ce début de campagne pour les élections régionales? Est-ce que ces élections régionales, ce n'est pas un peu le match retour des élections européennes, dans le sens où on a un peu l'impression que beaucoup, et autour de cette table, on en entendra probablement d'autres propos, considèrent que l'Europe, finalement, casse tout, empêche les gens de se développer, etc. Quelle est votre position? Il est clair que l'Europe joue un grand rôle. On peut s'apercevoir, rien qu'au niveau du revenu, nous avons un revenu de la ferme normande qui est à peu près de 700 millions d'euros, qui est composé pratiquement à 100% des aides européennes. C'est-à-dire que si l'on retire les aides européennes, les aides directes, premier et second pilier, nous arrivons à un revenu égal à zéro. Ça, c'est le premier point. Moi, j'aimerais revenir sur les propos de monsieur Lefranc. Ce que je regrette, c'est quand même que depuis 2008, par rapport au gouvernement précédent, nous avons eu comme des actes majeurs de dérégulation qui nous ont quand même beaucoup pénalisés au niveau de l'agriculture. Moi, je suis agriculteur dans le bocage virois. J'ai pu constater quand même que depuis 2008, de nombreuses mesures ont été prises qui ont contribué à libéraliser. Je prends un exemple, la loi que les éleveurs appelaient la loi Michel-Édouard Leclerc, c'est-à-dire la loi de modernisation de l'économie voulue par Nicolas Sarkozy, je crois en 2008. C'est une loi vraiment scélérate qui nous a assommés par rapport à la grande distribution. C'est un premier exemple. La fin, François Dufour l'a rappelé, mais la fin des quotas laitiers. Fin des quotas laitiers c'était une décision européenne, c'est clair. Ce n'est pas le gouvernement Sarkozy qui l'a voulu seul, mais le gouvernement Sarkozy l'a quand même accompagné fortement. Par ailleurs, moi, ce qui m'a aussi posé souci, c'est la dérégulation au niveau des structures, du contrôle des structures. À partir d'un moment, on a dit, laissons les fermes s'agrandir. Et on s'aperçoit aujourd'hui, quand on regarde clairement, moi je suis élu à la Chambre d'agriculture, je vois les comptes annuels de la ferme normande, on s'aperçoit que ce n'est pas parce que nous augmentons la surface des exploitations agricoles que le revenu est nécessairement meilleur. Moins 18%. On est à moins 18%. Donc nous avons un contexte qui est malgré tout favorable en termes de conditions pédoclimatiques. Nous avons un super climat, de très belles terres, parmi les meilleures terres même d'Europe. Sur certains terroirs. Et malgré tout, nous avons un niveau de revenu qui est assez faible. Alors il faut aller chercher pourquoi. Alors, c'est vrai qu'on va parler des effets de l'Europe, on va parler des effets nationaux, mais il y a aussi des effets qui sont régionaux et qui sont assez prégnants. J'en citerai quelques-uns. Le président Beauvais avait commandé en son temps, ou le président Duron, sur la Basse-Normandie, une étude sur les coûts de production. Et à cette étude, il avait été noté, c'était avec les conseillers régionaux et les CESR de Pays de Loire et de Bretagne, pour voir quels étaient les coûts de production. On s'apercevait qu'en Normandie, nous avions, par exemple, un prix du lait très élevé par rapport à la moyenne française. Très élevé, sur des territoires de plaine, en dehors des territoires de montagne. Et malgré cela, nous avions un revenu qui était très faible. Pourquoi? On a essayé de regarder un petit peu dans le détail, et on s'est aperçu très vite que nous avions des coûts de production beaucoup trop élevés. Et ça, c'est vraiment un cancer au niveau de notre agriculture, c'est d'avoir des coûts de production beaucoup trop élevés. Alors, il y a eu aussi des mesures fiscales par l'ancien gouvernement qui ont été mises en place, notamment ce qu'on appelle les déductions fiscales pour investissement, qui étaient des mesures, mais qui étaient aussi très, très nocives pour l'agriculteur, parce que une certaine année, il avait tendance à investir et ensuite il était fortement endetté. Et c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, nous avons aussi une agriculture qui est assez peu performante en termes économiques. Donc tous ces éléments-là font qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation relativement difficile. Un autre point
Et là, nous sommes en région rurale dans l'Eure, mais aussi une région aussi qui est soumise à la pression urbaine, comme en Seine-Maritime, comme dans le Calvados. Un tout petit peu moins peut-être dans la Manche et dans l'Orne, mais nous avons une pression foncière qui est relativement importante et qui coûte cher aussi aux agriculteurs. Donc l'investissement foncier est assez important. Dernier point qui me semble important aussi, c'est le renchérissement des matières premières. Le renchérissement des matières premières, on s'aperçoit aujourd'hui que quand on fait de l'élevage, nous sommes dans une crise principalement d'élevage. Une crise d'élevage, avec des matières premières qui deviennent de plus en plus onéreuses, notamment le cours des céréales. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, ça pose un gros souci. Un gros souci. Lou Motin, du Front National. Alors, le monde paysan semble être une terre assez fertile pour le Front National. On a vu, par exemple, que Yannick Bodin, dans la Manche de la coordination rurale, avait accueilli Marine Le Pen en mars dernier dans sa ferme. Il a dit qu'il voterait Front National. Qu'est-ce que vous proposez, vous, aux agriculteurs ? Les agriculteurs normands sont les premiers victimes de cette crise agricole qui frappe et qui frappe doublement. Elle frappe les producteurs au début de la chaîne alimentaire, puisque nous n'arrivons plus à vivre de l'élevage, nous n'arrivons plus à vivre de notre travail. Et à l'autre extrémité de la chaîne, concomitamment, un grand nombre de nos concitoyens qui se serrent la ceinture sont obligés d'acheter des produits de mauvaise qualité. Donc nous sommes vraiment là devant une double crise dont il faut trouver les solutions. Et je ne crois pas que le Conseil régional, à lui seul, résoudra le problème. En réalité, la crise agricole est une crise qui doit se décliner au niveau national, au niveau européen. Et vous êtes pour la sortie de la PAC, vous êtes pour la politique agricole française. Les promesses des différents candidats ici en Normandie n'ont pas de sens si elles sont déconnectées des politiques agricoles nationales, de la politique agricole européenne, parce qu'en réalité, on peut faire tout ce qu'on veut et mettre sur pied tous les plans d'aide qu'on souhaite dans l'élevage ou dans la filière de la viande, dans la filière du porc. Toutes ces aides ne sont que des emplâtres sur des jambes de bois. Mais c'est le seul levier du Conseil régional, en fait, ces aides européennes. Ne font que repousser l'échéance, puisque en réalité, on est livré au marché mondial, on a ouvert des frontières, nous mettant en concurrence avec des gens qui n'ont ni la même législation fiscale, ni la même législation sanitaire, sociale et droit du travail, et qui posent des graves problèmes dans notre métier. Alors, Monsieur Lefranc, vous êtes un tout petit peu en déficit de temps de parole. Bon, je le disais il y a quelques instants, on le constate à nouveau, c'est vrai que l'Europe est omniprésente dans ce débat sur les régionales. Alors, je voudrais quand même qu'on dise un mot là. Récemment, à Maromme, il y a la coopérative laitière normande a inauguré une nouvelle section de transformation du lait, très performante, mais qui ne peut fonctionner qu'à partir d'un nombre important de litres de lait. Alors, est-ce qu'il n'y a pas cette spirale qu'évoquait tout à l'heure Monsieur Louvet en disant on a trop libéralisé du temps de M. Sarkozy. Clairement, c'est ce que M. Louvet disait. Est-ce qu'on n'est pas pris dans un piège? Est-ce que les agriculteurs ne sont pas finalement piégés dans ce système? Toujours plus, toujours plus, toujours plus. Je précise quand même que la coopérative laitière a travaillé avec l'Europe et avec le Conseil régional qui a co-subventionné cette opération. Écoutez, je pense qu'on peut tout mettre sur le dos des gouvernements précédents ou sur le dos de l'Europe, mais on ne réglera pas le problème. Nous sommes ici parce que nous avons la volonté de gérer une région, et quand on a la volonté de gérer une région, on se donne les moyens et on essaie de trouver des solutions. Une des propositions phares d'Hervé Morin, c'est justement de favoriser la mise en place d'organisations puissantes au niveau des producteurs, parce que comme vous le dites vous-même, c'est absolument indispensable pour pouvoir s'en sortir. Nous devons continuer à travailler sur les infrastructures. J'étais il y a quelques jours dans une coopérative de l'Ain. Et il m'expliquait qu'aujourd'hui, ils quittent de plus en plus le port du Havre pour aller vers Dunkerque ou les ports du nord de l'Europe parce qu'on les fait attendre plus de 15 jours pour pouvoir embarquer leur lin alors qu'ils mettent 24 ou 48 heures dans le nord de l'Europe. Ça, c'est un travail de la région qui est très pragmatique, qui est très précis. Nous ne sommes pas dans des grandes envolées lyriques contre l'Europe, mais nous sommes sur des choses particulièrement pragmatiques. Donc oui, nous pouvons réussir ce genre de choses. Nous devons aussi... Dans le peu d'aides dont nous bénéficions de l'Europe, ces quelques millions d'euros quand même dont nous bénéficions, il faut les réorienter, il faut les réfléchir. Aujourd'hui, on met tout sur le bio. Le bio, c'est très bien, mais c'est une niche. Et une niche, ça ne suffit pas à faire vivre une région entière, surtout la première région agricole, sur beaucoup de sujets tels qu'est la Normandie. Donc oui, nous devons réfléchir une partie de l'argent qui était dirigé vers le bio, vers les MAEC, dont je parlais tout à l'heure, de manière à aider les éleveurs, de manière à les aider à se mettre aux normes, à se mettre en place.
Et au-delà de ça, le travail de la région, c'est aussi de travailler sur le social. On parlait de triple performance, n'oublions pas aussi la performance sociale. Et la performance sociale, par exemple, c'est de se rappeler que le bien-être de l'agriculteur, ça passe aussi peut-être de temps en temps avant le bien-être animal. Alors, Lou Motin, vous disiez que vous aviez cessé votre activité d'éleveur et que vous ne vous consacriez plus que maintenant aux céréales. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous a poussé ? Oui, tout à fait. Comme beaucoup d'éleveurs du Perche, comme beaucoup d'éleveurs normands, j'ai dû cesser l'élevage. Parce que j'irai plus loin que ce qu'a dit monsieur tout à l'heure. Si on supprime les aides de la ferme normande, le compte n'est pas à zéro, le compte est déficitaire. Le compte est déficitaire, ça veut dire que les aides ne suffisent plus. Et j'ai dû cesser l'élevage, oui, parce que quand on est chef d'entreprise, il faut prendre des décisions quand le moment est venu, il ne faut pas attendre trop. Et, donc je suis céréalier, mais céréalier dans le Perche, c'est plutôt une région d'élevage. C'est dommage de labourer les prairies, c'est dommage de faire du blé où on aurait pu élever des vaches. C'est un beau métier, c'est un métier qu'on aime, mais c'est un métier dont on ne peut plus vivre. Et c'est le drame de beaucoup d'éleveurs normands, c'est le drame de beaucoup d'éleveurs de la région qui sont aujourd'hui en redressement judiciaire ou en liquidation. François Dufour, je vous ai vu lever les yeux au ciel tout à l'heure quand on parlait de tous les aides aller au bio, non ? Oui, je pense que M. Lefranc, là, non, vous n'avez pas les bons chiffres parce que le plan de développement rural dont vous avez parlé tout à l'heure pour la Haute-Normandie, pour les deux Normandies, réunifiées au 1er janvier, le plan de développement rural qui vient d'être donc validé par Bruxelles nous a fixé des règles un peu en termes d'équilibre entre la part qui doit aller à l'installation des jeunes agriculteurs, la part qui va vers le plan d'investissement pour les exploitations agricoles, la part qui va donc à partir de là, filière par filière, et notamment vers l'agriculture biologique, et la part qui va vers les mesures agro-environnementales et climatiques. Donc nous avons des taux d'aide à respecter. Ces aides doivent servir effectivement à accompagner les agriculteurs pour essayer, comme je l'ai dit tout à l'heure, de reconsolider les exploitations agricoles. Et James Louvet a parlé tout à l'heure que l'agriculture était souvent dépendante, notamment des matières premières. Effectivement, en Normandie, nous avons des atouts, ça a été dit, des atouts notamment vis-à-vis du climat, vis-à-vis de politiques de qualité, de races locales, la vache normande par exemple, qui permet d'avoir un lait très riche en taux protéiques, en taux de matières grasses, et qui permet d'avoir les appellations d'origine protégée, notamment les fromages, la crème d'Isigny. Tout cela, c'est quelque chose que nous avons dans les mains. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut apporter, nous l'avons. Et là où nous pouvons renforcer nos exploitations, c'est de faire en sorte qu'on soit moins dépendant du marché extérieur, notamment des protéines que nous importons pour équilibrer les rations. On a beaucoup de maïs maintenant dans nos parcelles, les vaches mangent du maïs beaucoup dans les fermes. Pour équilibrer la ration, on va chercher du soja américain, canadien, brésilien et argentin. Ce soja peut changer 8 fois par nuit ou par jour de prix selon ce que les spéculateurs mondiaux, les traders dont j'ai parlé tout à l'heure, peuvent faire. Un mois après que nous ayons arrêté les quotas laitiers, en avril dernier, un mois après, le lait qui va sur le marché mondial, je l'ai dit, je le répète, qui ne trouve pas preneur à une bonne valorisation, est la main des traders. Ces deux cancers-là, ces deux gangrènes-là, sont en train de détruire nos économies. Donc, il faut effectivement remettre des outils de régulation, mais en même temps, il faut, et là nous avons des atouts en Normandie, faire un vrai plan protéines pour développer des protéines que sont la févrole, les pois, le lin. Nous l'avons, première région normande, première région au monde. Et on exporte en Chine. Et on exporte, mais on a la graine. Et donc, tout cela permet de rééquilibrer les rations. Les agriculteurs le savent dans le bocage, avec les luzernes, les trèfles dans les prairies. Ça, c'est notre richesse. Et on sait, on a des chiffres dans les réseaux agricoles et les chambres d'agriculture, les CIVAM ou les réseaux bio. Tout le monde sait que dans les exploitations où on essaie de trouver le bon équilibre, on a des coûts de production bien maîtrisés. Ça n'enlève rien au fait que la crise est en train de détruire les revenus, mais le but d'une région, c'est de justement injecter des aides avec des critères qui vont permettre de consolider les exploitations. Et dernier point, la restructuration agricole qui dure depuis 50 ans, 80% des agriculteurs ont disparu. Chaque fois que sur 4 fermes qui disparaissent, pour aller en retraite ou parce qu'il y a des difficultés, vous en avez simplement une qui se réinstalle. Et les 3 qui arrêtent, ça va à l'agrandissement. Il y a rarement de création de main-d'œuvre. Mais ce coût de reprise des terres et de ce qui amène dans la ferme à changer les normes. La ferme avait des normes pour 120 bovins, elle était dans ces normes. Elle passe à 160 bovins, elle est à 40 bovins au-dessus, il faut repasser dans l'autre norme. En même temps, elle achète du foncier qui est spéculé, comme l'a dit James Louvet. Tout cela
anéanti quelque part le revenu paysan. Et donc cette spirale-là n'a pas beaucoup d'avenir pour le revenu agricole. Merci. Alors, Monsieur Millet, une question un peu plus politique. Vous ne partez pas unis au combat avec le Parti radical de gauche, le Parti socialiste et les divers gauches, de même d'ailleurs que Europe Écologie Les Verts. Ça, c'est quand même relativement nouveau dans le sens où vous avez gouverné la région Basse-Normandie et la région Haute-Normandie ensemble jusqu'à présent. Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas d'accord entre vous? Ou alors finalement, est-ce que vous êtes d'accord et que vous attendez le premier tour pour vous compter? Non, certainement pas. Spécifiquement sur l'agriculture, je crois que nous avons à peu près le même discours, à quelques nuances près, avec ELV. Je crois que dire qu'il faut recentrer l'agriculture sur les produits de qualité, qu'effectivement l'agriculture est porteur d'emplois, porteur de diversité sociale, porteur des réponses adaptées à l'environnement, à l'aménagement du territoire, ça c'est juste. Bon, politiquement, pourquoi on se présente seul? C'est parce que nous avons un gouvernement qui est porté par le Parti socialiste, qui a été porté aussi avec les voix de ELV qui a quitté le gouvernement, a choisi une politique d'austérité qui trouve ses limites dans nos régions, dans nos professions, etc., sur notre protection sociale. Et que, effectivement, il faut peser, certes pour recréer une unité, mais une unité sur un programme anti-austéritaire. Et on peut voir que lorsque l'on décline tous les programmes économiques, sociaux, environnementaux, etc., eh bien, on a des réponses adaptées. Alors après, au deuxième tour, on verra, en fonction d'une part du rapport de force, parce que les élections politiques, c'est aussi un rapport de force, voir un peu où en sont les affaires, et puis les alliances qui peuvent exister, qui peuvent être en dehors des schémas qu'on a connus historiquement aussi. Parce que nous avons des réponses différentes, et je sens dans ce qui se dit actuellement des réponses qu'on peut retrouver avec d'autres organisations politiques qui ont choisi de partir seules aujourd'hui pour reconstruire effectivement des réponses attendues par la population qui est un refus net de l'austérité. Parce que le choix, c'est est-ce qu'on pense que il n'y a pas d'autre choix que d'accepter les règles du libéralisme, et c'est notamment les discussions qu'il y a au niveau de l'OMC et le TAFTA où le gouvernement est engagé, ou s'il y a possibilité d'avoir une politique qui soit sociale et environnementale. James Louvet, vous vouliez réagir? Oui, j'aimerais réagir à propos de monsieur. C'est vrai que je rappellerai quand même, je vais vous faire une petite confidence, qu'au sein des deux exécutifs régionaux actuellement, les deux vice-présidents chargés de l'agriculture et des affaires rurales, ce sont Claude Taleb pour la Haute-Normandie et François pour la Basse-Normandie. Donc je peux vous dire aussi que les deux présidents actuels des deux régions sont assez fiers du bilan sur l'agriculture et notamment du travail de leur vice-président. Et je le dis sans aucune arrière-pensée. Je le dis parce que nos adversaires, nous sommes dans une majorité qui est plurielle aujourd'hui au sein des exécutifs et nous espérons bien continuer à travailler avec cette majorité plurielle et faire en sorte que l'on puisse bien mener le projet normand. Ça, c'est le premier point et je souhaiterais quand même vous rassurer. Nos adversaires aujourd'hui, ce sont nos adversaires évidemment de droite républicaine, on va dire, les Républicains, l'UDI, le MoDem et la majorité donc autour d'Hervé Morin, et évidemment l'extrême droite. Nos adversaires ne sont pas là. Alors je tiens à vous rassurer. Et je tiens aussi à rassurer mon voisin, M. Lefranc, par rapport à la bio et au circuit court. Il est clair qu'aujourd'hui, nous avons en Nicolas Meyer-Rossignol quelqu'un de pragmatique et qui considère que la bio et le circuit court ne résoudront pas tous les problèmes. Il y est très favorable. Il veut que cela se développe avec, peut-être revoir aussi, j'ai travaillé un peu avec lui à ce niveau-là, sur l'image de la Normandie. Il faut retravailler cette image parce qu'elle n'est pas suffisante et je crois que même le concept de gourmandie est peut-être à revoir et à améliorer. Il a été créé il y a 15 ans, mais je pense qu'il y a quelque chose à revoir. Nicolas Meyer-Rossignol est aussi très attaché à la formation des jeunes agriculteurs, à la formation à travers les lycées agricoles, à travers les chèques formations qui sont destinés aussi aux agriculteurs, à la formation initiale, continue, par apprentissage, et il a envie aussi de mettre beaucoup de moyens dessus. Sur les MAEC, je ne sais pas qui en a parlé, mais il est clair que nous sommes sur des mesures agro-environnementales. Quelqu'un a oublié le C, elles sont climatiques. Mais non, mais quelqu'un l'a oublié tout à l'heure, et je pense que c'est important. Si on veut qu'elles soient aussi intéressantes, il faut qu'elles soient aussi pour un plus grand nombre. Et à ce niveau-là, au sein de notre liste, nous travaillons aussi pour réfléchir justement à faire en sorte qu'il y ait une accessibilité qui soit importante, pas du saupoudrage, mais une politique efficace. Et dernier point que je voulais souligner, sur les fonds publics. Nous avons en Nicolas Meyer-Rossignol quelqu'un qui est très soucieux des deniers publics.
Je rappellerai quand même que nous sommes sur 2 régions aujourd'hui qui sont les mieux gérées de France. C'est aussi au crédit des équipes sortantes. Par rapport aux investissements, j'ai parlé tout à l'heure du surinvestissement des agriculteurs. Il est important qu'il y ait des aides qui soient concentrées sur les investissements collectifs auprès des agriculteurs. Ce qui a été fait notamment, principalement en Basse-Normandie, un peu moins en Haute-Normandie. Il est important qu'il y ait un axe fort là-dessus pour que l'on puisse bien gérer les fonds publics. Et je dis toujours, je le rappelle dans mes réunions de secteur actuellement sur le territoire, il est toujours plus important que la collectivité, que la puissance publique donne 4 € à un groupe d'agriculteurs qu'1 € à 5 agriculteurs. C'est simpliste, mais bon, c'est de la bonne gestion et Nicolas Meyer-Rossignol y est très attaché. Monsieur On va rappeler le temps de parole. Voilà. Voilà, vous vouliez réagir et après on posera une question qui est en fait une question d'internautes, parce que nos internautes quand même se sont mobilisés sur ce débat et on les en remercie. Monsieur Lefranc, vous vouliez réagir tout de suite. Oui, juste un mot. Vous savez, savoir si les Verts, le Front de gauche, le PS et tout sont ensemble, pas ensemble. Aujourd'hui, ils gouvernent ensemble. Au premier tour, ils gouverneront plus. Au deuxième tour, éventuellement, peut-être. Je crois, honnêtement, on s'en fout. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de savoir, est-ce que vous êtes d'accord sur des mesures pragmatiques les uns les autres? Est-ce que vous êtes d'accord pour développer la recherche, par exemple en plasturgie, où il y a quand même beaucoup de travail à mener là-dessus, qui pourront aider justement à la fois en matière d'écologie et en matière d'économie? Est-ce que vous êtes d'accord pour travailler, pour accompagner les agriculteurs sur la biomasse? Est-ce que vous êtes d'accord pour mettre en place un fonds d'aide à l'installation, en particulier des jeunes agriculteurs? Est-ce que vous êtes capable d'aider à la protection des zones et des terres agricoles? À Évreux, je me bats pour que la gare reste là où elle est, pour éviter de perdre des dizaines d'hectares aujourd'hui qui sont utilisés pour l'agriculture. Ce sont ces réponses-là que les agriculteurs attendent. Alors nous, effectivement, au centre et à droite, nous avons fait l'unité et nous avons, dès le premier tour, dès le départ, mis en place un programme qui nous correspond, sur lequel nous voulons nous battre et nous défendre, et non pas avoir plusieurs programmes différents qui éventuellement peut-être fusionneront entre le 6 et le 13 décembre. Alors, Monsieur Motin d'abord. Une question d'internaute, justement, puisqu'on a eu beaucoup de contributions, 100 000 personnes qui sont connectées sur nos réseaux sociaux. Comment les producteurs de lait normand comptent-ils échapper au rouleau compresseur de l'agriculture américaine, qui ont de plus grosses exploitations, des normes amoindries si l'accord de libre-échange entre les États-Unis et l'Europe est mis en place? C'est une bonne question. Et le Front National... On lui dira, c'est David, étudiant à Caen. Le Front National fera tout ce qui est en sa possibilité pour que le traité de libre-échange ne soit pas signé. Malheureusement, s'il est signé, les projections de, par exemple, l'interprofession bovine a programmé la baisse du revenu des éleveurs serait de 40%. Ce sont des centaines de milliers de tonnes de viande qui vont envahir notre marché, qui viendront du Canada ou des États-Unis, et qui vont achever ce qui reste de la filière de l'élevage en Normandie et dans le reste de la France. Voilà, donc je pense que nous ne sommes pas les seuls, mais ce n'est pas la compétence du Conseil régional, mais nous nous opposons de toutes nos forces à ce traité de libre-échange qui va finir d'achever la ruralité, parce que la crise de l'agriculture est aussi liée à la crise de la ruralité, du départ des services publics, de la mort du petit commerce et des TPE et des PME. Écoutez, vous n'êtes pas les seuls au Front National à craindre le développement justement de ce libre-échange qui peut exister entre l'Amérique et l'Europe, et puis à craindre également le développement tout simplement de l'Europe. Alors on va écouter deux représentants de deux listes. C'est Pascal Lemanac qui représente Lutte ouvrière en premier, et juste après, M. Jean-Christophe Loutre de l'Union populaire républicaine. Alors ils ne sont pas du tout du même bord. Le premier est d'extrême gauche, l'autre, même s'il s'en défend, est plutôt de l'autre côté de l'échiquier politique. Mais par moment, on a l'impression quand même que leurs discours se réunissent. On les écoute tout de suite. Dans l'agriculture, il y a un peu deux agricultures. Il y a la grande agriculture agroalimentaire et, c'est vrai, il y a aussi des paysans qui ont des difficultés et qui sont sous la coupe des grandes surfaces commerciales qui leur imposent des revenus, mais indécents. Et cette partie de l'agriculture, qui est proche en fait du monde du travail, ce sont des travailleurs agriculteurs. Eh bien oui, on est de leur côté parce que nous avons aussi les mêmes revendications. En matière d'agriculture, c'est Bruxelles qui décide. Donc il y a des règlements qui nous imposent aujourd'hui de faire en sorte que les agriculteurs soient plus tournés vers la grande production, un productivisme exacerbé. Et ce faisant, on est confronté en plus avec des concurrents européens qui ont en plus une problématique de main-d'œuvre beaucoup meilleur marché que la nôtre. Donc c'est le serpent qui se mord la queue, c'est qu'on est confronté à une autoconcurrence européenne.
On va découvrir à présent une ferme un peu à part, une ferme d'avenir que la liste d'ailleurs Europe Écologie Les Verts a mis en avant lors de sa campagne Le Petit Changeon. C'est une ferme expérimentale ouverte en 2007 dans la Manche, à Avranches. 4 personnes y travaillent sur seulement 18 hectares avec des impératifs, autonomie, inventivité, même un petit luxe. Un week-end de congé, un week-end sur 2. C'est un reportage de Pierre-Marie Piot et de Joël Amar. Ce serait donc une ferme d'avenir, une exploitation modèle, pourtant bien loin des canons productivistes de l'époque. Tout le troupeau est là, il est petit, donc on a 33 chèvres laitières. En fait, on a un troupeau qui est dimensionné à nos terres et au fourrage qu'on peut produire pour les nourrir et pour faire du lait. Tout repose sur ce principe. La ferme du Petit Changeon est autonome. Les chèvres mangent l'herbe, les ronces et le foin de la ferme et le lait est transformé sur place. L'autre credo, c'est la vente directe pour supprimer les intermédiaires. Les fromages sont vendus sur les marchés et dans les restaurants. La ferme produit aussi de la charcuterie, de la viande et bientôt du pain. Les travaux de la boulangerie sont presque achevés et avec seulement 2 hectares de blé, la ferme est autonome. Ça permettra, avec la farine qu'on a, de tenir l'année sur 120 kg. En fait, on est parti sur 120 kg par semaine, plus les brioches. Ça fait en moyenne de farine, on utilise une centaine de kilos de farine par semaine pour la boulangerie. Peu de charges, pas d'emprunt bancaire et des produits vendus en direct. La ferme est rentable. Elle fait vivre 4 personnes avec seulement 18 hectares de terre. Si le pétrole y monte, si les banques, je sais pas quoi, si l'agrobusiness, je sais pas quoi, veut diviser le prix par 2, etc., nous, on n'est pas touchés. Donc nous, demain, après-demain, on est encore là, on sera toujours là. Parce qu'on est, on est avant tout autonome et imaginatif, on diversifie, on va jusqu'au bout de notre démarche. Dernière précision, chacun ici s'octroie un week-end sur 2 et 5 semaines de congés par an. La ferme offre aussi le luxe de pouvoir mener une vie normale. Loumetin, une question, puisque vous êtes en déficit de parole pour l'instant. Une question internaute de Nicolas du Havre. Les futurs élus vont-ils favoriser les circuits courts alimentaires et promouvoir les produits frais de qualité et de saison ? Bien sûr, il faudra promouvoir les filières courtes, le bio, dont l'objectif, je rappelle, est de 20% d'exploitation bio en 2020, si je ne me trompe pas. Et donc oui, mais en réalité, ce n'est pas le travail d'un agriculteur d'être boucher ou d'être marchand de fromage ou d'être. Et malheureusement, c'est une situation. Est-ce que ce n'est pas l'avenir, justement, de penser à ce qu'il y a après ? Et tout le monde n'est pas fait pour ça. Les agriculteurs sont faits pour produire du blé, pour produire du lait, pour produire de la viande, mais tous ne sont pas capables de le vendre. Et c'est très difficile pour un agriculteur de se déplacer en région parisienne et de vendre sa viande. Et, voilà. Dans le programme de Marine Le Pen, il y a une loi sur acheter français. Oui, tout à fait. C'est ce qui est prévu. Tout à fait. Alors justement, le Conseil régional a un levier dans cette matière, puisqu'il s'agit des marchés publics et de la restauration collective, où le Conseil régional doit pouvoir avoir le moyen, et a le moyen, par le biais des appels d'offres et des marchés publics, de favoriser les produits locaux, de favoriser les produits normands, les produits français. Monsieur Millien, tout à l'heure, on a entendu Monsieur Lemanac qui représente Lutte ouvrière qui a eu 2 élus il y a quelques années au sein du Conseil régional de Haute-Normandie. On a entendu parler aussi des travailleurs. C'est vrai qu'on parle beaucoup autour de cette table, et c'est normal, des agriculteurs, mais 16% des emplois industriels, finalement, on les trouve dans l'agriculture. Alors, Monsieur Lemanac parlait des travailleurs, vous parlez des salariés, et est-ce que sur le plan social, là aussi, il y a de véritables drames en devenir si les choses ne s'améliorent pas ? Oui, bien évidemment, parce que l'agroalimentaire, donc l'industrie de transformation en Haute et Basse-Normandie représente entre 16 et 18% de la main-d'œuvre salariale. Donc c'est pas rien. Sauf que l'on s'aperçoit aussi que cette industrie agroalimentaire, d'une part, vit aussi les crises. Elle vit aussi une crise de gouvernance parce que souvent elles sont appuyées sur un système de coopératives, mais les coopératives, à un moment donné, les producteurs, les propriétaires de ces coopératives-là ont perdu le pouvoir de gestion et de management de ces coopératives-là.
Je ne reviendrai pas sur les responsabilités des dirigeants agricoles du syndicat majoritaire qui, effectivement, ont laissé ça. Maintenant, on peut avoir une coopérative où il y a des fonds privés et des fonds d'investissement et les agriculteurs n'ont plus le moyen de peser là-dessus. Nous, on pense qu'effectivement, il faut relancer un secteur de transformation locale pour permettre d'être performant sur les marchés locaux ou nationaux. La Normandie, c'est quand même 3 600 000 habitants, la France, c'est 65 millions, et l'Europe, 500 millions. Je pense qu'on a un marché suffisamment fort, ou des marchés suffisamment forts, pour ne pas faire le jeu de la mondialisation avec tous les risques qui ont déjà été soutenus par rapport à ça, parce que là, on ne fera pas le poids. Donc, effectivement, il faut relancer et aider les possibilités de créer des établissements agroalimentaires de transformation, les abattoirs, etc., qui sont au plus près de la production et au plus près des marchés. Je crois que quelque chose qui illustre bien ça, c'est les difficultés qu'a eu l'abattoir de Villedieu, l'AIM, où effectivement, première crise, la région, le département interviennent et payent notamment les bâtiments. Il y a eu effectivement un effort de la région pour permettre la reprise de l'AIM avec une scope, etc. Mais en même temps, il aurait été important que les politiques de la région poussent encore plus pour développer les marchés locaux et notamment les marchés que représentent les collectivités territoriales, etc. Ça, c'est des choses qui sont certainement en chantier, mais qui n'ont pas été assez rapides. Et puis l'autre chose, c'était aussi la garantie des emprunts financiers qu'ont dû reprendre les repreneurs de l'AIM, donc la SCOP. Il y a eu quand même des taux usuraires qui ont été quasiment imposés pour la reprise. Il aurait été intéressant que la région puisse apporter la garantie financière pour permettre cela. Alors, on a eu des réunions communes, notamment au niveau des cantonales, on a eu des candidats communs avec les Verts sur certains cantons, où ça a été discuté, ce truc-là. Et en même temps, les habitants trouvent ça assez logique que les politiques interviennent concrètement pour défendre leur ruralité. Alors, je voulais revenir aussi, parce que j'avais levé la main, excusez-moi, j'en ai pour 30 secondes, c'était par rapport à la biomasse. Idée intéressante en soi. Mais ça dépend quelle structure agricole on veut demain. Si c'est pour créer des entreprises telles que les 1000 vaches à Amiens, où en fait l'agriculture et les produits agricoles deviennent un sous-produit de l'énergie, ça ne nous va pas du tout, ça. Donc ça veut dire aussi qu'il faut regarder comment on peut utiliser les fonds du développement rural, qui sont quand même quasiment plus que doublés avec la nouvelle PAC, pour voir comment politiquement on peut intervenir par rapport à ça. Une question d'une internaute à vous, Guy Lefranc, d'Evelyne Gaillard de Sotteville. Pas français, j'achète pas. Revenons à nos bons produits de chez nous. Je crois qu'à Évreux, vous essayez d'être pilote, en quelque sorte, pour les filières courtes, notamment pour la restauration collective. Absolument. Nous venons de lancer notre appel d'offres pour les années qui viennent dans le cadre de notre unité centrale de production. Et parmi les 7 lots attribués, 4 notamment sont dédiés à des filières courtes. Encore faut-il que les agriculteurs soient organisés, et ça fait partie aussi du rôle de la région, avec la Chambre d'agriculture, avec toutes les organisations syndicales également, que de s'organiser. Nous manquons aujourd'hui parfois de consortiums dans certaines filières pour pouvoir assurer en permanence l'approvisionnement de nos structures. Donc oui, nous avons lancé ce produit. Donc 4 structures, 4 filières vont pouvoir bénéficier des circuits courts. Et puis nous lançons un drive agricole, c'est-à-dire que les gens vont pouvoir aller sur Internet, commander et ensuite aller chercher dans une ferme proche d'Évreux leurs produits. Alors peut-être qu'effectivement les agriculteurs n'ont pas vocation à être bouchés, mais si ça permet de supprimer de temps en temps certains intermédiaires qui participent à la chute des revenus des agriculteurs, nous y sommes favorables. Et puis enfin, le volet Normandie, fête normande, parce que je crois que nous devons développer ce Made in Normandie. La Normandie est la région la plus connue au monde après la Californie. En termes de notoriété, voilà, en termes de et notoriété, les revenus sont les plus bas. Je pense qu'un Made in Normandie, ça a de la valeur, ça a de la qualité, et travailler aussi sur la qualité, c'est quelque chose de fondamental. Alors justement, Monsieur Lefranc, qu'il ne faut pas aller plus loin. Quand vous allez en Bretagne, vous voyez des drapeaux bretons un peu partout, vous avez le drapeau breton sur le beurre, voilà. Est-ce qu'en Normandie, peut-être parce qu'on est des taiseux, comme on dit dans le Pays de Caux, on n'ose pas trop justement développer sa propre image? Est-ce qu'il y a pas un travail aussi à faire de ce côté-là? Eh bien, ça va changer. Justement, Hervé Morin s'est engagé à ce que
le drapeau normand devienne l'emblème de la Normandie réunifiée, nous devons développer, nous parlions de la gourmandie qui est une très belle image, mais qui aujourd'hui s'est un peu assoupie, un peu endormie sur ses lauriers. Nous pouvons relancer cette notion de gourmandie, mais ce n'est pas forcément facile à vendre à l'étranger. Et le Made in Normandie, c'est simple, c'est facile, avec le drapeau normand, ça passera partout. Voilà, et puis on peut préciser quand même, quand il y a eu des fêtes normandes, Guénel, tout le monde s'en souvient autour de cette table, ça a plus marché en Basse-Normandie qu'en Haute-Normandie. Il faut quand même le rappeler. François Dufour, oui. Oui, je voulais ajouter dans la continuité de M. Lefranc, gourmandie n'est pas en perte de vitesse. Gourmandie, j'étais encore ce matin avec les responsables à la Chambre d'agriculture de Caen, Gourmandie continue sa progression. Ce sont des Il y a produits vraiment un formidable typiquement travail de mener. On a fait encore le bilan ce matin de la période des Jeux équestres mondiaux et de ce qui a encore permis un envol pour les produits normands. Je crois qu'on est vraiment dans le vrai. Ce qui nous manque sans doute pour demain, c'est vraiment l'identité normande. Alors Gourmandie en fait partie, mais Normandie. Ayons demain, effectivement, la marque Normandie sur tous les produits qui partent à l'autre bout du monde. Sur le plan de la consommation dans notre région, je crois qu'effectivement, on a beaucoup progressé depuis 4 ans. La région Basse-Normandie a mis en place le plan régional d'alimentation de restauration durable dans les lycées. C'est 5 600 000 repas par an. Eh bien, nous avions prévu qu'au bout de 4 ans, il y ait au moins 80% de l'assiette de nos lycéens où il y a au moins 2 produits normands. Aujourd'hui, nous en sommes à 3 produits normands. Et donc, tout est en marche. Dans beaucoup de départements avec les collèges, les choses avancent beaucoup. Donc, il faut continuer dans ce sens-là, mais ne faisons pas aujourd'hui uniquement un sanctuaire. On a besoin aussi de pouvoir vendre et exporter. Et je crois que quelqu'un l'a dit tout à l'heure, il doit être fort pour une question de logique de consommer le plus proche local, comme on dit, penser global et agir local, mais faisons en sorte aussi d'être toujours dans la coopération, parce qu'on a aussi besoin de vendre nos produits identifiés en Europe, dans le monde, parce que sinon, si nous nous enfermons, comme j'entends beaucoup de gens le dire aujourd'hui en disant « fermons toutes les frontières, faisons en sorte de ne plus accueillir personne, parce que ramassons-nous bien », mais quand on a fait appel au tourisme, eh bien on fait appel aux touristes et au tourisme de toute la planète. Donc essayons de jauger l'aspect humain de la production et du marché. Monsieur Motin, dernière question d'internaute, c'est Philippe Acan qui demande, qui dit c'est difficile, voire impossible de trouver du lait cru. Vous savez où on en trouve ça se trouve? Si, on doit pouvoir trouver du lait cru. Tout le monde a à côté de chez soi un petit producteur. Vous dites on doit pouvoir en trouver. Vous n'avez pas l'air très sûr quand même. Il faut se donner un petit peu de mal, mais on doit pouvoir trouver du lait cru. On doit pouvoir du lait cru. Je voudrais revenir sur ce qu'a dit mon voisin. Je voudrais le décliner à mon niveau. C'est penser régional, agir national. Et je voudrais aussi donner mon avis là, sur les caricatures que j'ai entendues. Il ne s'agit pas de dresser des frontières, de fermer des frontières. Il s'agit de réguler, il s'agit d'instaurer des droits de douane intelligents, il ne s'agit pas d'empêcher de passer quoi que ce soit. Il faut protéger nos producteurs, il faut protéger, par exemple, en Normandie, la filière lin, qui est tout à fait, qui est une des premières productions de notre région. Le lin textile est mis en roundballer dans notre région, est mis dans des containers, ceux qui partent sur des bateaux en Chine, pour nous vendre des chemises de petite qualité fabriquées par des esclaves en Asie. Est-ce que c'est ça l'avenir? Est-ce que c'est ça le progrès? Je ne crois pas. Merci à vous. On va maintenant, puisque chaque semaine, en fait, La Voix est libre tend le micro aux habitants de la ville qui nous reçoivent pour savoir ce qu'ils attendent de ces élections régionales, s'ils se sentent concernés. On verra donc au fil des samedis si cela évolue. Frédéric Lafont et Éric Lombert ont donc donné la parole aux habitants d'Évreux. On les écoute. On n'est pas si différents que ça au final, donc je me dis que c'est pas plus mal qu'on se réunisse. Les gens vont se battre à qui aura la priorité sur l'autre, et particulièrement entre la ville de Rouen et celle de Caen, voire du Havre. Je ne suis pas trop informé sur la chose. Je ne regarde pas trop les infos en ce moment. J'espère moins de frais de gestion, ce qui implique peut-être moins de fonctionnaires et qui posera des problèmes de chômage. Je pense qu'on aura plus de crédit, plus d'emprise pour s'il y a des grands projets à faire. Les grands ensembles doivent coexister, doivent également subsister pour faire plus de force et donner plus de vigueur à la vie des citoyens dans les collectivités.
Donc on verra si ça évolue au fil du temps. Mais Philippe Goudet, évidemment, il y a du travail à faire pour intéresser les électeurs à ces élections. Tout à fait. Alors il y a du travail. D'abord, ce n'est pas les élections qui marchent le mieux. Celles qui marchent le mieux, c'est l'élection présidentielle et les élections municipales. Ça, on le sait. Les régionales, scrutin proportionnel avec prime majoritaire, ce n'est pas obligatoirement évident. Et puis il y a 50%, il y a un sondage, Ipsos France 3, qui indique que ces élections sont vues par 50% des gens comme étant des élections nationales et 50% comme des élections régionales. Autant dire que tout va se mélanger un petit peu et c'est d'où l'intérêt, je pense, j'espère en tout cas, d'essayer d'expliquer les choses, y compris sur France 3. Merci Philippe. Alors fin de cette Voix est libre depuis la médiathèque d'Évreux. Merci à nos invités d'avoir été présents pour ce premier débat consacré à l'agriculture en Normandie. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain à 11h05 à la Cité de la Mer de Cherbourg pour parler énergie bien sûr et économie de la mer. Très bon samedi à vous.